Merci. C'est merveilleux d'écouter Vincent Courtillot parce que j'ai découvert que les controverses scientifiques chez les climatologues étaient bien supérieures à toutes les controverses que nous pouvons avoir, nous, chez les économistes. Parce qu'un certain nombre, moi je ne vais pas vous passer de courbe, j'aurais pu vous en passer, et on aurait vu des cycles, j'aurais pu vous parler de Kondratiev, de Juglar, etc. Vous raconter que nous étions dans le 5e Kondratiev montant ou le 6e Kondratiev descendant, et effectivement, nous avons ce même degré d'imprécision, même si, quelque part, et là c'est l'historien qui parle, je ne suis pas sûr qu'il faille, en matière économique, attacher grande importance au cycle. Par contre, ce qui est clair, c'est que, de temps en temps, nous faisons face à des situations qui ont et qui sonnent des échos dans le passé. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes au cœur de la 3e crise majeure du monde contemporain. On va y consacrer un petit bouquin, vous le verrez par la suite, mais au fond, c'est pratiquement ce bouquin que je vais vous raconter. 3e crise majeure du monde contemporain. Je fais démarrer le monde contemporain à la fin du 19e siècle, et pour moi, il y a eu 3 crises essentielles, 1929, 1974 et 2008. Je dirais 3 crises avec un grand C. Dans un dictionnaire d'histoire du 19e siècle, qui était un dictionnaire tout court d'ailleurs, et donc les médecins s'y retrouveraient, la crise était définie, je cite, comme l'explosion aiguë d'un état morbide antérieur. La crise, c'est une rupture, c'est l'accumulation de déséquilibres, c'est le désordre, voire le chaos. La crise dont je vais vous parler aujourd'hui, elle est certainement dans le champ économique, monétaire et financier, mais elle est aussi, et c'est peut-être ce qui fait le lien entre ces 3 crises, elle est aussi une crise morale, une crise de sens, sans d'ailleurs très bien que l'on sache quel sens justement on donne à ce mot de sens. 3 crises, donc, 3 crises majeures. 1929, et quand je dis 1929, 1974, 2008, je fais référence au moment le plus aigu de la crise, le moment où le patient est transporté d'urgence à l'hôpital. Il est clair que la crise, elle dure beaucoup plus longtemps. On va le voir. 1929, c'est la Grande Dépression. C'est la crise, peut-être du point de vue économique, qui a été la plus marquée, et elle dure en réalité toutes les années 30. Savoir que cette crise de 1929, eh bien, en 1933, le chômage aux États-Unis atteignait 25%. Le cours des actions à Wall Street avait diminué de 85%. Et enfin, on avait enregistré une baisse de 40% du PIB américain. Il est vrai qu'à l'époque, cette crise avait été aggravée par les premières grandes mesures déflationnistes de Hoover aux États-Unis, Brüning en Allemagne ou Laval en France. 1974, c'est l'année du choc pétrolier, souvenez-vous. J'aurais tendance à l'appeler la grande illusion. C'est une crise qui commence plus tôt en réalité, car en fait il faut y intégrer la contestation de la société de consommation de la fin des années 60. Mais 68 fait partie quelque part de la crise de 74. Il y eut le choc pétrolier, bien entendu, mais c'est aussi la rupture du modèle économique des 30 Glorieuses. Et cette crise de 74, en réalité, elle dura jusque dans le courant des années 80. 2008, alors c'est facile, hein, j'ai dit la Grande Dépression, la Grande Illusion. 2008, elle est pour nous aujourd'hui la grande interrogation. Elle commence en réalité en 2006 sur le marché immobilier américain.
Et elle dure encore aujourd'hui. Nous sommes toujours dans la crise. Alors, certainement, nous, beaucoup les Européens, parce que nous avons aussi nombre de doutes économiques européens, et de doutes institutionnels, de doutes politiques, mais elle dure aussi encore. Et au moment où je vous parle, nous sommes en 2013, c'est un petit peu si je participais aux tables rondes de l'Arbois réunies par Daniel Nahon en 1932, il n'était pas né, ou en 1977, je démarrais à peine mes sinistres activités. Alors, qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces crises? Qu'est-ce que l'historien peut en dire? D'abord, elles sont occidentales, en ce sens qu'elles ne couvrent pas la planète entière. En 1929, elles touchent le gros de la planète utile. Nombre de zones de la planète ne sont pas encore dans l'histoire, du moins du point de vue économique. Et même si la crise de 29 aura quand même des conséquences non négligeables dans les premiers ébranlements des empires coloniaux. 1974, c'est là encore une crise des pays du Nord, et c'est même le moment où les pays du Sud, qui se voient dotés de cette illusion que sont les matières premières, que les pays du Sud se disent « nous allons pouvoir rattraper ». C'est la grande époque, souvenez-vous, du dialogue Nord-Sud. Enfin, en 2008, c'est la crise de l'OCDE, de M. Angel Gurria, car en réalité, c'est la crise de ce que nous appelons maintenant, les vocabulaires ont beaucoup avancé, nous ne sommes plus des pays développés, nous sommes des pays avancés. C'est la crise des pays avancés, mais l'essentiel de la croissance au niveau mondial, et le monde continue à avancer, la croissance économique mondiale, là, à l'instant T, elle doit être un peu supérieure à 3%, elle est le fait des pays émergents. Deuxième remarque, ces crises suivent toujours une certaine période d'euphorie économique. La crise de 29, elle fait suite aux années folles, les années de l'après-guerre, les années 20, Gatsby le Magnifique, etc. La crise de 74, elle met un terme à cette extraordinaire période, notamment en Europe, qui avait été les 30 Glorieuses. Et enfin, la crise de 2008, elle met un terme à une période que l'on avait appelée, souvenez-vous, celle de la nouvelle économie, le temps de la mondialisation heureuse et de la nouvelle économie. À chaque fois, nous avons été atteints un petit peu du même syndrome, celui de l'illusion du bonheur économique. Ça y est, on avait découvert la martingale idéale et on avait les clés du succès et du bonheur ad aeternam. D'ailleurs, je dois avouer que ceci était souvent conforté par les jugements des économistes. Je ne sais pas, cher ami, si lorsqu'un climatologue vous dit « ça y est, il va faire beau », c'est probablement le moment de prendre un parapluie. Bien, il en est de même chez les économistes. Comment, alors dans mon bêtisier, j'en ai quelques autres, comment ne pas citer Irving Fisher? Irving Fisher, c'était un très grand économiste dans les années 20. Manque de bol pour lui, n'est passé à la postérité que par un article qu'il rédigea le 15 octobre 1929. Le timing était quand même assez joli. Le jeudi noir, c'est une dizaine de jours plus tard. Et le 15 octobre 1929, ce malheureux Irving Fisher écrivait « Stocks have reached what looks like a permanently high plateau ». Les valeurs boursières ont atteint un niveau qui ressemble et qui devrait être un haut plateau permanent. 85% de baisse dans les 3 années suivantes. En 1971, quelqu'un, je ne sais pas s'il y a des étudiants dans la salle, mais à votre âge, nous avions un manuel d'économie qui était le Samuelson, 2 volumes blancs publiés chez Armand Collin pour ceux qui l'auraient encore dans leur cave ou qui l'auraient gardé comme souvenir de leurs exploits universitaires. Eh bien, Samuelson, prix Nobel, type qui avait quand même vendu plusieurs millions de livres, ce qui, moi qui suis qu'un modeste, qui raisonne plutôt par centaines, voire parfois par milliers,
particulier, mais ça ne va pas très très loin, suscite mon admiration. Bien, Samuelson écrivait en 1971, « Nous savons maintenant comment éviter une récession économique ». Enfin, pour la crise de 2008, j'en ai d'autres. Simplement, ce sont souvent des collègues, parfois même des amis, donc je ne vais pas les citer. J'ai quand même trouvé une citation d'une agence de notation. Alors ceux-là, on les montre toujours du doigt, mais Standard & Poor's écrivait en 2006 « Le système financier mondial a une santé de fer. Ces dernières années ressemblent de plus en plus à l'âge d'or de l'industrie bancaire mondiale. » Faut-il vous rappeler ce qu'il se passa au deuxième semestre de 2008. Autre caractéristique, alors très marquée notamment sur les crises de 29 et de 2008, période d'euphorie économique, de création de richesses, il faut le reconnaître, mais qui se traduit aussi par une très forte montée des inégalités, par une création de richesses très concentrée sur un certain nombre de nouveaux riches. Alors, de Gatsby à Kerviel, c'est un petit peu facile, j'en conviens, mais une impression d'argent facile et d'augmentation des inégalités. Alors, non pas entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, mais le 1% le plus riche, dont l'enrichissement apparaît totalement injuste et va amener d'ailleurs au moment de la crise à porter des jugements moraux sur cet argent facile. Je rappelle que à l'encontre, la crise de 1974 ne connaît pas ces excès, mais va être de la même manière une critique radicale de la société de consommation. Les crises se manifestent en général par des explosions sur les marchés, que ce soit les marchés financiers, que ce soit les marchés monétaires, sur les changes. Alors là, il y a une rupture assez fondamentale à partir de 1974, où l'on passe d'un système dans lequel il y avait quand même encore une certaine stabilité à l'instabilité généralisée, qui est celle que nous connaissons aujourd'hui. Et puis, ce sont aussi des crises, alors souvent, c'est le cas en 1974, c'est le cas en 2008, des crises sur les marchés des matières premières, avec de très fortes tensions sur les prix, qu'il s'agisse de l'énergie, qu'il s'agisse des produits alimentaires ou des minerais et métaux. Enfin, ce sont des crises économiques. Mais l'intensité de ces crises économiques peut être assez variable. Il n'y a dans l'histoire rien de comparable à la dépression des années 30. Et lorsque l'on compare, du point de vue macroéconomique, la crise de 29 et celle d'aujourd'hui, ça n'est pas sérieux. C'est à peu près d'ailleurs les mêmes courbes que l'orateur précédent mettait en avant. On ne peut pas totalement comparer. 74, en réalité, du fait, je dirais, des remèdes utilisés sur le moment, 74, du point de vue macroéconomique, il y a à peine une petite récession qui dure 6 mois, 9 mois, etc. Elle est relativement légère. Mais ce qui me frappe peut-être le plus, c'est que dans ces trois crises, et ce qui les distingue d'autres crises économiques, d'autres perturbations sur les marchés, il y en eut, songez à la crise asiatique de 97, à la crise de l'endettement du tiers-monde des années 80, etc. Mais ce qui est la grande différence et qui unit quelque part ces trois crises, c'est qu'elles sont en même temps des crises morales. À l'occasion de chacune de ces crises, nous assistons à une remise en cause du modèle économique dominant. C'est une critique directe du capitalisme débridé, de la mondialisation sur les crises de 29 et 2008. C'est une critique de la société de consommation en 1974. Et là, c'est assez intéressant de voir la manière dont les sociétés ont réagi, ont lu les crises. En 1929, nous sommes encore dans un temps de choc des idéologies. Et donc, devant ce capitalisme qui s'effondre, très légitimement, bien, il y a d'autres choix, il y a des alternatives, et nombre de gens de l'époque les choisirent. Ce fut le communisme, ce fut le fascisme dans ses visions corporatistes, qui, dans un premier temps, pouvaient apparaître relativement légitimes. Ce fut quand même aussi,
au bout d'un certain temps, avec une relecture a posteriori de Keynes, une certaine constitution de l'État-providence. En 1974, nous avions lu aussi. Nous avions lu Mao et Marcuse, nous avions lu Trotsky et Sartre. Alors, certes, nous n'avons pas en général fait le choix pratique et on n'est pas passé aux actes dans l'édification de nouvelles idéologies, mais au moins on pouvait rêver d'autres idéologies. Souvenez-vous de ce merveilleux slogan de mai 68, « Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi ». Mais ça voulait dire que l'on pouvait imaginer un autre monde, que l'on pouvait imaginer un monde nouveau. Et cela a permis quand même certaines émergences, alors qui ne sont qu'au stade de l'émergence. Première émergence d'une certaine conscience environnementale. J'en ai peut-être pas l'air, mais je présidais à l'époque dans mon université le comité de soutien à la candidature de René Dumont, premier candidat vert, on l'appelait pas vert à l'époque, à la présidence de la République en France en 1974. Notre livre de chevet, c'était Halte à la croissance, Limits to Growth, le rapport Meadows au Club de Rome, publié en 71 et en 72 en français. Et paradoxalement, tout ceci, et d'ailleurs c'est intéressant car dans Halte à la croissance, on s'interrogeait sur les ressources, on ne s'interrogeait pas à l'époque sur le changement climatique. Ça n'était pas à l'époque un sujet majeur de préoccupation, c'était les balbutiements de l'écologie après René Dubos et quelques autres. Alors le paradoxe, c'est que tout ceci se termina, et on va le voir dans le champ des idées, se termina par, au contraire, la renaissance du libéralisme. Margaret Thatcher avait lu Hayek, et l'une des sorties de la crise de 1974, on va le voir, eh bien, c'est la remise en œuvre d'une action et politique libérale autour de gens comme de grands libéraux que furent Margaret Thatcher, Ronald Reagan et François Mitterrand, version post-83, bien entendu. Ce qui est très frappant, c'est que en 2008, malheureusement, il n'y a plus de grande idéologie sur le marché. Le communisme s'est effondré, la pensée corporatiste n'a guère évolué, et donc il n'y a à l'heure actuelle aucun autre grand système auquel on puisse se rattacher. Ce qui avait permis à Fukuyama, au lendemain de la chute du communisme, d'écrire la fin de l'histoire. C'est vrai que nous vivons actuellement un petit peu une certaine forme de fin de l'idéologie. Alors, on se raccroche. Je ne suis pas sûr que ni l'environnement ni le développement durable puissent être une véritable idéologie en tant que telle. Et en tout cas, je ne le souhaite pas. De la même manière que je ne pense pas que l'économie verte, en dehors de l'image, soit un pari cohérent que ce soit. On a ressorti Halte à la croissance, on l'a dépoussiéré, et avec une barbe blanche, je vous la fais à la Albert Jacquard, et je vous parlerai de la décroissance, avec peut-être les mêmes erreurs qui étaient celles du rapport Meadows. Et en fait, il est intéressant de voir que pour l'instant, sur le plan des idées, non, il n'y a pas eu tant de contestation que de l'indignation. Le best-seller mondial de réaction à la crise de 2008, c'est le petit opuscule de Stéphane Hessel, « Indignez-vous », admirable. Convenez avec moi que l'indignation, c'est bien, mais cela reste un peu court. Voilà un petit peu quelques caractères communs de ces crises. Alors, ce qui est plus intéressant, bien entendu, c'est de se demander comment peut-on sortir des crises? Comment est-on sorti des crises? Alors, tout d'abord, remarquons que l'histoire ne sert pas à grand-chose et que, dans la plupart des cas, la première réaction, c'est une accumulation d'erreurs politiques et d'erreurs de politique économique. Alors, le grand moment, ça a été les années 30, la crise intervient en 29. Quelles sont les réactions des différents gouvernements? C'est de serrer les dépenses, de rigidifier l'économie, de mener des politiques de déflation, célèbre politique de chancelier Brüning en Allemagne qui va préparer le lit à la montée de Hitler au pouvoir, mais c'est aussi la déflation de Laval en France en 1935, etc. Et donc, dans un
premier temps, ces politiques de déflation ont eu en général un effet négatif, un effet d'aggravation de la crise. Peut-on parler de déflation aujourd'hui dans la recherche des équilibres budgétaires en Europe? C'est une question que je vous autorise bien entendu à vous poser. Autre réaction, celle du chacun pour soi, celle de l'isolationnisme, et qui a été là aussi un des grands éléments qui marquent les années 30, qui prépare bien entendu la montée vers la guerre. Dans les années 70, tout comme dans les années 2010, bien, la réaction, ça a été l'augmentation des dépenses publiques, le recours à l'État-providence. Et bien souvent, sur ces deux crises, on a l'impression de politiques publiques qui évoluèrent en réalité un peu comme des bateaux ivres entre rigueur et dépenses, ce qui est d'ailleurs un des grands morceaux du débat européen aujourd'hui. En 1929, la sortie de la crise, il ne faut pas se voiler la face. Il y eut certes le New Deal de Roosevelt, le Front populaire et les mesures de 1936. On a fait à cette époque du Keynes sans le savoir. Personne ne l'avait lu, le chéri, pour l'instant. Et en fait, on inventa sur le terrain l'État-providence. Mais en réalité, la sortie de la crise, elle vint d'où? Elle vint de l'inflation, j'en dirai un mot tout à l'heure. Elle vint surtout de la montée des économies de guerre. Et quand on regarde même le cas des États-Unis, qui était probablement le pays qui avait fait le virage le plus radical, eh bien, il est clair que c'est à partir de 1937-38 la montée de l'économie de guerre qui permet la véritable sortie de crise des États-Unis. En 1974, je vous l'ai dit, du point de vue économique, la crise fut relativement bien gérée, ceci grâce aux dépenses publiques et à la mise en place de l'État-providence. Et puis, la première sortie de crise, elle vient d'un choc inflationniste. N'oubliez pas la place essentielle que l'inflation peut jouer dans non pas dans la réduction, mais dans la résorption des dépenses publiques, des déficits publics et de l'endettement. De manière plus globale quand même, la vraie sortie de crise des années 80, elle intervient grâce à un choc externe. Et ce choc externe, c'est un choc technologique, c'est l'arrivée à maturité de la première partie de la troisième révolution industrielle. Pour moi, la fin du XXe siècle est marquée par ce que j'appelle la troisième révolution industrielle. La première, c'était la fin du XVIIIe siècle, c'était la machine à vapeur, les premières machines textiles. La deuxième, c'était la fin du XIXe, c'était le moteur à explosion, l'électricité, les grandes bases de la chimie. La troisième révolution industrielle, ce sont les technologies de l'information, puis ensuite, quand même, les biotechnologies, les nanos, etc. Mais c'est d'abord les technologies de l'information avec une extraordinaire rapidité de diffusion. Souvenez-vous de cette loi de Moore qui voulait que pratiquement tous les 2 ans, nous soyons capables de multiplier par 4 le nombre de morceaux d'information sur 1 cm² de silicium. Eh bien, il est clair que cette révolution industrielle, elle intervient dans les années 80 et elle va toucher les pays qui s'y étaient peut-être le mieux préparés, ceux qui avaient en amont vraiment changé de paradigme économique, ceux qui avaient adopté des politiques libérales. Je pense alors Thatcher, on en a beaucoup parlé, elle arrive au pouvoir en 1979 et elle va libéraliser l'économie britannique dans les années 80, avec la chance d'avoir du pétrole aussi, reconnaissons-le, et finalement, sans modifier quand même et sans faire muter totalement l'appareil économique britannique, le grand succès, ça va être celui d'un acteur de série B, élu en 1980 à la présidence des États-Unis. Je veux parler de Ronald Reagan. Et c'est Reagan qui va véritablement préparer le terrain américain à cette nouvelle économie, à cette économie de l'entrepreneuriat d'un certain nombre de développeurs qui inventent des ordinateurs, qui inventent des logiciels dans des garages californiens.
Je rappelle toujours aussi, j'ai dit Thatcher, Reagan, je rappelle aussi le grand virage libéral de la France mené à partir de 1983-84 par quelqu'un du nom de François Mitterrand. En 2008, quelle est la situation? En 2008, force est de constater d'abord qu'on est toujours dans la crise et qu'on n'en est pas sorti. Que pour l'instant, dans la boîte à outils, qu'est-ce qu'on a pris? Dans la boîte à outils, on a fait de la dépense publique, c'est-à-dire des plans de relance. On a fait de l'inondation monétaire, ce qu'on appelle le quantitative easing, c'est-à-dire on lâche de l'argent et on lâche de la liquidité dans l'économie. On a fait des baisses de taux, les taux d'intérêt réels, les taux d'intérêt courants sont à zéro aux États-Unis, et en fait, aujourd'hui, un certain nombre de pays peuvent, jusqu'à 2 ou 3 ans, emprunter en négatif. Donc, on a laissé filer les déficits, on a laissé filer l'endettement. Pour l'instant, soyons honnêtes, on est toujours sur une doxa monétariste, c'est-à-dire que, pour l'instant, le mot inflation reste largement prohibé. Comme vous le remarquerez, les sorties de crise ont quand même, dans les 2 cas précédents, fait intervenir ce que j'appellerais des miracles extérieurs. En 1929, c'est la guerre. Ce n'est pas un miracle, mais c'est une réalité. En 1974, et la sortie de crise de 1974, elle est quand même largement facilitée par la révolution industrielle. Alors, qu'est-ce que nous pouvons espérer en 2008? La guerre, bon, voyons, ceci étant, c'est toujours pratique. Vous voyez qu'il y a toujours un moment où nous nous retrouvons tous dans une certaine communion militaire. Bon, mais ça n'est pas une solution globale, vous en conviendrez. Une nouvelle révolution industrielle, ça c'est une vraie question. Et il y a beaucoup de scientifiques ici qui pourraient y répondre beaucoup mieux que moi. Il me semble quand même qu'en ce qui concerne la révolution des technologies de l'information, on est arrivé un peu, enfin je dirais pas qu'on est arrivé au bout, mais on a fait quand même un sacré bout de chemin. Alors on va certainement vous inventer de nouveaux machins, de nouveaux iPads, de nouveaux iMachins, etc. Je ne suis pas sûr qu'il y ait là de quoi quand même porter et tirer la demande et l'appareil économique mondial. Je serais beaucoup plus favorable et je crois beaucoup plus aux 2 révolutions suivantes, celle des biotechnologies, celle des nanotechnologies. Vous savez, il y a cet acronyme NBIC, Nano, Bio, Info, Cognitique, et il me semble que dans la fusion un petit peu entre ces 4 champs, il y a encore beaucoup de choses que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Simplement, le temps, si je fais la comparaison entre technologie de l'information et biotechnologie, autant le temps de la puce est un temps rapide, autant le temps du gène est un temps long, d'autant plus qu'il suscite, vous le savez, nombre de questions d'éthique qui valent au minimum d'être discutées, probablement pas d'être fauchées, comme c'est le cas en France, sur les OGM. Maintenant, et c'est peut-être là où je sais bien que l'essentiel de ce que nous savons des 10 prochaines années est déjà dans les investissements actuels, il n'en reste pas moins qu'il peut toujours y avoir quand même des révolutions qui arrivent par surprise presque. Jusque vers 2006-2007, personne n'avait parlé aux États-Unis des conséquences que pourraient avoir les gaz de schiste. Or, nous vivons aujourd'hui aux États-Unis une véritable révolution énergétique, à la fois en ce qui concerne le gaz et en ce qui concerne le pétrole. Et l'essentiel de la maigrelette croissance américaine aujourd'hui, les États-Unis roulent entre 1,5% et 2% de croissance, ce qui est ridicule quand on voit les dépenses publiques, les taux d'intérêt à zéro, etc. Et l'essentiel de cette croissance, elle est liée à la révolution énergétique qui actuellement affecte les États-Unis, qui leur permet d'avoir du gaz naturel qui coûte 4 fois moins cher qu'en France, 8 fois moins cher qu'au Japon. On pourra peut-être redévelopper là-dessus, il y a un exposé qui va me suivre sur les choix énergétiques, mais c'est là quelque chose de tout à fait fondamental et qui doit d'ailleurs
Bon, l'historien, lui, regarde dans le rétroviseur, donc il ne se trompe pas trop, mais dès qu'on commence à faire de la prévision, dès qu'on commence à faire de l'anticipation, il y a une chose que nous ne savons absolument pas anticiper, c'est l'intensité, la durée et la manière dont interviennent les chocs technologiques. Je ne dis pas donc que nous ne sortirons pas grâce à quelques chocs technologiques. Je suis obligé de convenir que pour l'instant, nous avons quand même probablement mangé de ce point de vue-là notre pain blanc. Autre miracle extérieur, eh ben, il peut venir des autres. Les autres, ce sont les pays émergents. Et c'est vrai que quand on parle de crise, relativisons, c'est la crise des pays avancés, c'est la crise d'1 milliard d'êtres humains. Nous sommes 7 milliards d'êtres humains. 1 milliard de riches, avancés et en crise, nous, 3,5 milliards de gens qui sont en train de décoller, qui sont émergents, qui voient une lumière au bout du couloir, au bout du tunnel, et qui peuvent se dire que, oui, ils sont en train de s'en sortir. Puis il y a encore 2,5 milliards de gens qui sont le véritable tiers-monde et qui, eux, n'ont pas commencé véritablement à rentrer dans l'histoire économique. Mais le monde et la croissance économique mondiale, elle dépend aujourd'hui de ces pays émergents, et au premier rang desquels on a... Alors l'expression de BRICS est une absurdité totale, c'est une escroquerie intellectuelle. Il y a 2 pays émergents qui sont l'Inde et la Chine. Le Brésil, qui est un exportateur de matières premières et qui peine quand même à conforter un véritable rythme d'émergence. Le Brésil a fait 1% de croissance l'année dernière, ça n'est pas extraordinaire. Il y a un émirat pétrolier qui s'appelle la Russie, et il y a un pays qui a bien d'autres problèmes, qui s'appelle l'Afrique du Sud. Mais si je prends juste la Chine, l'Inde, le reste de l'Asie, quelques morceaux d'Amérique latine comme le Chili, quelques morceaux même d'Afrique en face de vous, le Maroc, la Turquie, j'ai déjà 3,5 milliards d'êtres humains. Notre croissance, la demande des classes moyennes de ces pays, etc., peut incontestablement nourrir une certaine forme de reprise. Mais il y a un danger énorme, un danger à notre dépendance vis-à-vis notamment d'un pays comme la Chine. La Chine dont on a vu les aléas de croissance. La Chine, ce que vit la Chine aujourd'hui, pour l'historien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Jamais dans l'histoire des hommes, nous n'avons eu pareille croissance économique. De 1976, septembre 1976, la mort de Mao, à aujourd'hui, la Chine a roulé en moyenne à 10% de croissance par an. Et je vous parle de la Chine, je vous parle d'1,3 milliard d'êtres humains. Je ne vous parle pas de petits cailloux de la colonisation ou de la décolonisation comme Singapour ou Hong Kong. Je vous parle d'un continent entier. Jamais dans l'histoire des hommes, nous n'avons eu pareille croissance. Lorsque, à la fin du 19e siècle, les États-Unis sont un pays émergent, eh bien, ils sont 60 millions en 1880, 100 millions en 1914, et leur croissance moyenne sur cette période, elle est seulement de 4,5% par an. Et donc, on voit bien l'extraordinaire, le cas exceptionnel que représente la Chine, mais aussi la fragilité qui s'accumule année après année. Il est clair pour moi que je ne me demande pas si, je me demande quand il y aura une crise chinoise. Mais je n'en sais ni le jour ni l'heure. Et donc, je peux me dire, pour 2013-2014, ça a l'air bien reparti. Il y a eu un gros à-coup en 2012, ça a l'air bien reparti en 2013-2014. C'est vrai que la Chine fait partie des moteurs qui peuvent nous tirer hors de l'ornière. Le problème, c'est que si la Chine et si le moteur chinois a lui-même dératé, là, nous en verrons les problèmes. En réalité, je crois qu'il ne faut pas trop croire aux miracles extérieurs. C'est toujours facile, mais il faut beaucoup plus voir ce dont nous sommes capables. Alors, en fait, les solutions, elles ne sont pas nombreuses. Et les leçons de l'histoire sont là devant nous. Ben oui, c'est de l'inflation. Il n'y a pas d'autre solution, à mon sens, que pour sortir de cette spirale de l'endettement qui aujourd'hui ne coûte pas très cher, mais qui demain coûtera plus cher, et des déficits publics. Il est clair que l'inflation, qui
qui s'assimile au fond à une sorte de ruine du rentier, c'est au fond d'ailleurs, toute idéologie mise à part, la seule chose morale que je trouve dans l'économie de marché. Toutes les 2 ou 3 générations, vous ruinez le rentier et donc vous remettez à zéro les comptes du partage capital-travail. C'est au fond, c'est pas idiot, c'est assez moral et finalement, politiquement, ça vaut mieux que toutes les collectivisations que vous pouvez imaginer. Il faudra aussi, alors là, bon, j'ai pas le temps d'en parler, donc je vais trop plus vite, il faudra aussi, bien entendu, alléger le poids des États. Il est clair que la crise intervient à un moment où nous avons quand même, dans un certain nombre de cas, des États d'une lourdeur effroyable. En économie de marché, nous avons besoin des États, mais nous pensons, et on peut penser, que l'État n'est pas le plus à même de jouer un rôle d'acteur sur le marché lui-même. Et puis surtout, ce qui apparaît, et c'est là-dessus que je vais arriver à conclure quand même, en m'excusant de mes débordements, surtout, je vous ai dit, ces crises, ces 3 crises, elles ont de commun, oui, d'être des crises économiques, oui, d'être des crises de marché, mais d'être aussi des crises de morale. Et ce qui me fascine dans ces 3 crises, c'est qu'à chaque fois, il faut être capable de se ressaisir, il faut être capable de bâtir un projet et de refonder quelque part une société sur le sens de la communauté. C'est ça que réclamaient finalement les jeunes qui claquaient la porte de la société de consommation au début des années 70. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est probablement cette notion de sens qui nous manque le plus. Vous voyez, paradoxalement, le texte le plus beau que j'ai vu ces dernières années, depuis la crise, traitant de la crise, n'a pas été écrit par un économiste, mais a été écrit par un homme qui vient de démissionner récemment et dont la fonction était d'être pape. Alors, en général, les papes ne sont pas de grands économistes. C'est peut-être aussi bien d'ailleurs. Et lisez, ou au moins survolez, le texte, l'encyclique de Benoît XVI, qui s'appelle Caritas in Veritate, qu'il avait publié au moment du sommet du G8 qui se tenait à l'Aquila en 2009, donc sur les cendres de la crise de 2008. Et où il ne parlait pas du tout d'économie, simplement ce qu'il disait, c'est que ce que le marché ne savait pas faire, et c'est vrai, je suis incapable, je suis un économiste de marché, le marché ne sait pas dire ce qui est juste ou ce qui est injuste. La notion de juste prix, relisez Aristote et saint Thomas d'Aquin, mais la notion de juste prix, un économiste ne sait pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est qu'un juste climat d'ailleurs non plus, mais ce serait autre chose. Ce que le marché ne peut faire, ce que l'État n'a plus les moyens de faire, et pas seulement pour des raisons budgétaires, eh bien, c'est à l'individu de le réaliser, c'est ce qu'il appelle la grâce du don, et cela me rappelait une phrase d'un grand patron qui avait servi Georges Pompidou et qui s'appelle Bernard Eisenberg, qui disait, au fond, l'économie de marché, c'est probablement le meilleur de tous les systèmes, si vous êtes capable, en son cœur, de mettre un petit peu d'amour du prochain. Ben, c'est peut-être ça, la leçon très paradoxale de ces 3 grandes crises, c'est qu'elles nous invitent, elles nous ont invités, peut-être plus celle-là que les autres, parce que là, il n'y a plus, je dirais, de cache-sexe idéologique derrière lequel on puisse s'abriter. Elle nous permet de sortir par le haut, de ne plus attendre de miracles économiques. En vraie conclusion, je voudrais vous citer un petit texte que j'ai trouvé tout à fait par hasard, mais que vous trouverez, qui est en exergue de mon petit bouquin, qui est un texte qui n'est pas un texte d'économie, bien entendu, puisque je l'ai trouvé dans le livre d'Ézéchiel, dans l'Ancien Testament. Le Seigneur envoie Ézéchiel chez les rois de Tyr et de Sidon. Alors Tyr et Sidon, c'était les grandes villes marchandes de la côte, c'était le Wall Street de l'époque, c'était là qu'arrivaient les marchandises venant d'Arabie, et donc pour le petit peuple de pasteurs miteux qu'étaient les Israéliens, c'était vraiment les traders et les kerviels de l'époque. Alors le Seigneur envoie Ézéchiel les voir, et voilà ce qu'il lui dit. « Par ta sagesse
et ton intelligence, tu as fait fortune. Tu as accumulé l'or et l'argent dans tes trésors. Nous sommes en 2007. Par ton génie du commerce, tu as multiplié ta fortune et à cause de cette fortune, ton cœur s'est exalté. C'est pourquoi, parce que tu prends tes pensées pour des pensées divines, je fais venir contre toi des barbares, les marchés. Sous ta main, sous la main de ceux qui te transperceront, tu seras un homme et non un Dieu. Eh bien, c'est ça qui est au cœur de la réflexion des crises. Lorsque nous nous prenons pour des dieux, lorsque nous pensons que nous sommes capables effectivement de gérer des systèmes économiques uniquement par de simples mécaniques et les superbes équations de la plupart de mes collègues, oui, nous avons tellement tendance à nous prendre pour des dieux que le temps de la crise est venu. La crise, elle est source d'humilité et de sagesse. Et la crise économique n'est que, au fond, la partie émergée. Rainer Maria Rilke, quand il parlait du rôle du tiers dans l'action théâtrale, disait qu'il n'était que le vain bruit à l'entrée du silence du vrai conflit. Eh bien, c'est bien cela. Nous sommes dans le vrai conflit. La crise balaie les illusions, elle met en lumière nos pauvretés économiques, morales, spirituelles même, et puis elle nous invite à les dépasser. C'est pour ça que j'ai appelé mon petit bouquin « Histoire et espérance », car dans toute crise, à mon sens, il y a un message d'espérance. Excusez ma longueur.